Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ça me ferait du mal de penser que ma musique ne génère pas d'émotion, quelle qu'elle soit. Je préfère qu'on me crache à la gueule plutôt qu'en fait on passe sans me regarder. Il n'y a pas vraiment de règle pour moi, ça peut être même des fois une image, ça peut être un son, une texture. Sur mon album, on a travaillé pas mal avec Sonlux, Ryan Lott, et on a fait en 2016 une grande session d'exploration de son. Où on s'est posé la question avant même d'avoir des chansons, quel était le son de l'album. Et on a fait pas mal d'instruments sur contact, d'instruments virtuels, des choses qu'on a samplées avec des différentes vélocités, etc. Ça peut partir de ça. Tiens, voilà, j'ai créé mon propre parc d'instruments qui n'appartient qu'à moi, où ça m'arrive d'écrire simplement des textes, et de partir de ces textes-là. Ce qui est sûr, c'est que, et particulièrement sur cet album, je me suis concentré à essayer de contredire constamment pour ne jamais rentrer dans un système, pour que l'album il ait cette patte un peu fragmentée. J'avais envie qu'on ait l'impression que j'ai lancé l'album par terre, que je l'ai cassé pour le recoller, pour le recasser, pour le recoller, et qu'en fait tout soit très fragmenté parce que j'avais besoin de parler de quelque chose du contemporain qui est l'ère du fragment. Et je voulais que ça se sente dans la musique. J'essaye en général de ne pas être influencé par le même médium que j'explore. Donc j'ai écouté assez peu de musique en fait pendant l'album, et j'ai assez peu référencé de musique en elle-même, beaucoup de références visuelles. On savait dès le début qu'on voulait faire un album qui était industriel sans même vraiment savoir ce que ça voulait dire, et je me suis rendu compte que si je voulais que l'album soit industriel, il fallait qu'il soit contemporain, donc pas que métallique et pas que machine et pas que grande échelle, mais aussi un peu pétrochimique, un peu... J'avais envie que l'album soit comme passé à l'acide, comme s'il y avait une corrosion sur l'album. Et ça, c'est des sources d'inspiration fortes pour la musique, parce que c'est des références très imagées. On a beaucoup utilisé un champ lexical visuel pour parler des sons. On parle de mat, de brillant, de mouillé, de sec, de lointain, de proche. Donc c'est plutôt ça qui m'inspire, ça va plutôt être les images. Puis en plus, c'est dans mon ADN de réalisateur, donc c'est assez logique en fait. Sur l'album, il y a des interventions de Ian Cheng, qui est un batteur génial, le batteur de Sonlux en l'occurrence. On a beaucoup travaillé avec les sensory percussions. Sensory percussion, c'est un capteur que tu fixes à une batterie. Tu remplaces la peau de la batterie par un mesh transparent, donc la batterie ne fait pas vraiment de son. Et en fait, sur la surface du mesh, tu apprends, avec une sorte de procédé de machine learning, les endroits où tu tapes et la manière dont la résonance du cylindre se propage. La machine apprend ça. Par exemple, si j'attribue à cet endroit un son qui fait O, et à cet endroit un son qui fait A, en fait, je vais avoir O, 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 A, A, A. Je vais avoir une vraie transition organique sur le jeu, et je peux lui apprendre les rim shots, je peux lui apprendre plein de tricks de batteur dans quelque chose de très sensible qui est en termes de vélocité. Et en fait, on arrive avec ça, à avoir des grooves assez humains, très sentis en fait, non répétitifs, mais avec un vrai sens de la production en fait. J'ai mis un point d'honneur sur cet album, mais comme je l'avais mis sur le premier, à ne pas utiliser des formules avérées de prod ou de mix, guitare, basse, batterie, etc. et toujours d'essayer de trouver des substituts. Et après, il y avait dans l'idée de la déconstruction justement, de jamais être linéaire sur les beats. C'est-à-dire qu'un kick ne se répète jamais 2 fois sur l'album. Par exemple, il y avait un trick sur les kicks qu'on a mis, c'est qu'il y a un espèce de piano préparé très grave à la John Cage. J'ai retiré certaines informations harmoniques en EQ, j'ai enlevé les pics harmoniques qui étaient un tout petit peu forts, qui avaient tendance à faire du rumble et des clusters vers le bas. J'ai enlevé ça pour garder finalement de piano préparé très bas, plutôt les fréquences hautes qui sont harmoniques dans le piano. Et j'ai associé ça avec les kicks, 5-6 dB de rumble, de texture de piano préparé, qui en fait me permettent, même si c'est pas très audible, que chaque kick, bien que répété de manière digitale, soit légèrement altéré à chaque tour. Et ça passe, c'est dans ces instruments par exemple préparés qu'on a fait sur Contact, c'est je sais pas, une trentaine de samples en fait, qui font que sur la longueur, en fait, le kick a toujours l'air un peu joué. Et ça me plaît, cette illusion, en fait, on sait jamais ce qui est de l'ordre du joué, de l'ordre du programmé. Et même sur les cordes, il y a ça sur l'album, tu sais jamais si c'est vraiment des vraies cordes ou des fausses cordes. Pour toi, c'est quoi la meilleure école? Pour YouTube, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai appris beaucoup de trucs sur YouTube. Non, mais c'est vrai. À un moment, c'est de se lancer, mater des tutos, apprendre les outils, apprendre les techniques, écouter les autres parler, écouter des TED Talks, écouter... Genre YouTube, c'est assez cool, en fait, en vrai. J'ai pas vraiment de procédé d'écriture parce que sur cet album, je me suis beaucoup laissé porter par le stress des chansons, le stress, donc la dynamique du mot. J'ai vraiment laissé les mots me parler
les mots qui étaient intuitifs. Et après, je me suis raccroché beaucoup aux images. Pour moi, il y a une règle que je me suis imposée, une espèce de manifesto, qui est que je ne me laisse jamais emmener plus de 2 ou 3 lignes uniquement sur de l'émotionnel, et qu'il faut toujours contrebalancer ça par une contextualisation, soit métaphorique, soit un univers, soit une référence concrète, pour toujours faire redescendre mon texte vers quelque chose d'imagé. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup en lisant les lectures de Frederick Seidel, qui est un poète contemporain américain, qui sait dans ses textes parler d'amour de manière très crue et très sensible parfois, mais de toujours 1 ligne sur 3, 1 ligne sur 4, mettre un gros coup de douche froide sur ce qu'il raconte, et ça crée des rythmes vraiment très intéressants. Il y a un poème qui est sublime où il parle de sa petite amie dont il est très amoureux, et il parle de la manière dont elle s'est épilée, ce qui paraît être assez cru, mais il arrive à y injecter beaucoup d'amour, et en parallèle, il parle des images à la télévision de l'arrestation de Ben Laden. En fait, il arrive comme ça à créer des strates de discours qui sont très contrastés, qui sont très crus, et qui en même temps font que l'émotionnel, que le touchant est d'autant plus touchant. J'ai gagné beaucoup en termes de tessiture sur cet album-là. J'essaye au maximum de chanter 1 heure par jour. C'est pas simplement quelque chose de performatif pour gagner forcément en hauteur. J'aime pas cette culture de penser qu'un chanteur n'est qu'une voix. Je trouve que les questions d'identité, d'interprétation, de contournement de la contrainte aussi sont importantes. Moi, j'ai une voix plutôt grave, qui est un truc qui est complexe en mix. C'est compliqué de mixer une voix grave. J'ai eu longtemps l'impression qu'il y avait une pression à devoir chanter plus haut. Parce qu'en fait, il y a un phénomène naturel, je pense, de l'oreille, qui est qu'évidemment, on associe la hauteur à une certaine forme de beauté et la gravité d'une voix à une certaine forme de noirceur. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai travaillé aussi ma voix, pas seulement pour gagner en hauteur, mais aussi pour gagner en timbre et d'apprendre à... Qu'est-ce que je pouvais faire avec ma voix pour que, dans ce registre plutôt bas, elle puisse percer quand même dans le mix, même quand il y a du monde autour. Ça, j'ai trouvé plusieurs tricks. Il y a des tricks de layering, où je chante avec ma voix très très grave, puis je chante avec ma voix ici, puis je chante avec ma voix ici. Et le mélange des 3 voix, en fait, me permet de passer à travers le mix. C'est parfois aussi chanter avec moins d'effets. En fait, en apprenant à chanter, j'ai appris à moins chanter. Il y a une chanson, le gros single de l'album, In Your Likeness, où j'ai la voix la plus droite possible. Je voulais chanter avec une voix très honnête, très simple, vraiment sans effet. Et il y a un moment où la voix craque, où là, je ramène un tout petit peu de ce que j'appelle le timbre woodkid, ou en tout cas cette espèce de yodel un peu grave qui passe entre la voix de gorge et de poitrine et un résonateur un peu plus haut, quasiment de l'ordre de la voix de tête. Ça fait ouais, ça là, voilà, cette espèce de... I know I'm not made in your likeness. Ça, des fois, je capitalise dessus, mais je me rends compte que parfois, j'ai trop capitalisé dessus. Donc, c'est juste avoir plus de couleurs dans la palette, quoi. Je choisis pas mes collaborateurs. Je crois que cet album, il est né des collaborations. C'est-à-dire que c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est les gens avec qui je me suis entendu. J'ai une première rencontre avec Rafik Bhatia, Ian Cheng et Ryan Lott de Sonlux à New York, où on écoutait la bande-son que j'avais fait pour Desierto. Et on s'est rendu compte que dans le discours que j'avais, il y avait beaucoup de points communs dans la manière dont on travaillait. Et je me suis dit, du coup, il est évident en fait, qu'il faut qu'on aille sur scène ensemble, il faut qu'on aille jouer à Montreux ensemble, il faut qu'il soit sur l'album. Mais pas parce que c'est le son que je voulais, mais parce que simplement d'un point de vue de l'entente et de mon évolution personnelle et de rencontres, en fait, c'était enrichissant pour moi. Ça a été pareil avec d'autres personnes qui sont importantes sur cet album, mais qui n'ont pas forcément terminé sur l'album. Il y a eu Rufus Wainwright, qui est un ami que j'ai depuis longtemps, avec qui j'ai beaucoup chanté sur scène. Quelqu'un comme Ed Josty, avec qui j'ai chanté aussi à Montreux, qui est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup appris sur le lâcher prise. Et après, il y a une grande rencontre qui est Tanguy Tep, que je connais depuis des années, qui lui est un jour arrivé et m'a dit « c'est un bordel monstre dans ta vie, c'est un bordel monstre dans tes disques durs, dans tes sessions à Ableton. Je vais tout prendre, je vais tout mettre au propre et on va mettre de l'ordre dans ta vie, on va accoucher cet album. » Et en fait, c'est grâce à lui que j'ai pu accoucher cet album et remettre de l'ordre un peu dans mon cerveau. Et en plus, par-dessus, il a amené un niveau supérieur de production et de mix qui ont vraiment permis l'accouchement de cet album. Donc les collaborations, en fait, c'est plus la vie qui me les impose que moi qui les choisis, j'ai l'impression.
Alors c'est particulier pour moi le live parce que j'ai pas abordé encore le live de cet album-là, j'espère qu'un jour je vais y arriver. Je sais que celui-là, je veux qu'il soit plus joué que le premier. Le premier, j'avais une contrainte qui était qu'il y avait une masse orchestrale telle que j'étais obligé de tricher avec des bandes. Là, j'ai bon espoir qu'on arrive à tout jouer presque en live, qu'on ait quelques FX qui soient préprogrammés ou lancés avec des triggers ou des choses comme ça, mais globalement, ça va être assez organique. Moi, je travaille sur Ableton. C'est une super passerelle en fait pour passer sur le live. Donc en général, on prend les sessions, on les réduit un tout petit peu. J'ai tendance à faire des groupes de stems, etc. Et après, j'envoie, enfin Tanguy en l'occurrence, parce qu'il a aussi pris de main de maître le live. On envoie les groupes de stems à chaque musicien répète sa partie, on réassemble un tout petit peu, on voit la différence qu'il y a avec la bande. L'ingé son écoute les premières répétitions pour voir à quel point on peut retrouver au moins l'espace fréquentiel de l'album, pour déjà ne pas être déstabilisé à la première résidence, que l'équilibre général ne soit pas complètement détruit. Étant donné que moi, le live est évidemment très visuel, qu'il y a forcément des timecodes et des choses qui sont synchronisées, c'est plutôt une science de l'improvisation dans le contrôle et du contrôle dans l'improvisation. C'est d'arriver à trouver la balance qui permet un contrôle de ce qui se passe derrière sur les écrans et sur les lumières. Donc ça, c'est assigner des endroits, des zones qui sont très définies par un clic, par exemple, et d'ouvrir des zones consciemment qui sont des zones de liberté, mais avec un certain jeu de règles qui permet de retomber sur des zones de contrôle. Donc c'est toujours jouer comme ça sur la tension entre le contrôle et la liberté. Moi, j'invite tout le monde à lire les écrits de Karlheinz Stockhausen. C'est un musicien contemporain qui travaille sur ça, sur qu'est-ce que c'est que l'écriture de la partition et de la liberté dans une forme de contrainte, ou dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer dans un jeu sur la partition avec les musiciens pour qu'à chaque fois que ces partitions sont lues, c'est la même chose mais un peu différent. Il y a une pièce qui est assez connue de lui qui s'appelle Start Stop, qui est un jeu entre le chef d'orchestre et l'orchestre, où chaque musicien a une partition, mais avec des réalités alternatives et des jeux de boucles, presque comme une programmation sur live. Par exemple, sur un accord, tu as le choix de jouer que 2 notes, ou sur un accord, tu dois jouer une seule note, et à chaque tour, tu dois changer la note, mais tu n'as pas le droit de jouer 2 fois la même note. Et ça m'a énormément inspiré. Il se trouve que je ne suis pas extrêmement fan du résultat de la musique de Karlheinz Stockhausen, parce que moi, c'est presque trop intellectuel pour moi, et que j'ai pas encore la science musicale de vraiment comprendre à 100% son travail, mais la démarche est hyper intéressante. Oh, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, moi j'ai fait qu'un album. J'ai une carrière très fragmentée, donc j'ai pas vraiment une longue carrière. Je fais plein de trucs différents pendant longtemps. C'est plutôt comme ça que je le vois. Mais peut-être que c'est ça la réalité de la longévité, c'est la réinvention constante. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai toujours senti qu'en ayant dans ma tête un espace de réalisateur, un espace de musicien, de me dire qu'en fait, il y a toujours un truc plus loin. En fait, ça m'a toujours permis de ne pas sacraliser ce que je fais à un instant T. Quand je suis sur scène, en fait, je pense déjà au film que je vais réaliser derrière. Pas que je suis pas concentré ou que ça n'a pas d'importance, mais simplement, en fait, ça me permet d'avoir un tout petit peu de distance pour me dire qu'en fait, ce que je suis en train de faire à un instant T n'est pas vital, et ça n'est que de la passion, et ça n'est que de la chance. Et ça permet en fait de pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de se prendre toujours très au sérieux. Moi, ça me permet, c'est peut-être juste un truc, c'est peut-être pas bien, hein, je sais pas, peut-être que ça évite aussi de se lancer à corps perdu dans ce qu'on fait à un moment T. Mais il est vrai que j'ai eu un moment de panique sur cet album, un moment où vraiment le poids des choses est devenu très difficile à gérer, et je me suis rendu compte que j'avais pas de perspective après cet album. C'est qu'en fait, cet album devenait tout dans ma vie. Donc cette distance, cette objectivité, c'est important de l'avoir. Si quelqu'un écoute ça et a la chance, le privilège de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, se lancer dans 2 carrières à la fois, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. Je sais que c'est un luxe fou et que c'est vraiment pas donné à tout le monde, mais s'il y a la moindre opportunité, au moins de se lancer dans une passion à côté ou quelque chose dans lequel on peut être bon et s'épanouir, ça aide tellement à mettre tout en perspective. Voilà.